30 ans. J'ai plongé dans cette fameuse décennie avec une grande partie de mon entourage et des tonnes de questions existentielles. Et il m'a fallu une cohabitation avec des gens bien plus jeunes que moi pour que surgisse cette interrogation. C'est quoi avoir 30 ans en 2022 ? Entre remise en question, attente, perte de repères et meilleure connaissance de soi, je suis donc allée à la rencontre des gens de mon âge pour un bilan générationnel. À nos 30 ans. 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 Donc aujourd'hui, on est dans un nouvel épisode de À nos 30 ans et je suis avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Je vais te laisser te présenter pour les gens. Alors, donc moi je suis donc Marie, de pseudonyme Osée Joséphine sur les réseaux en tant que créatrice joaillière et streameuse du coup. Et donc voilà, j'ai un peu un double prénom, un qui est moins connu des réseaux et un sur lequel je m'appuie plus dans mon travail, on va dire, puisque c'est le nom de mon entreprise également. Comment ça s'est passé le parcours pour devenir, parce que c'est ça, t'es bijoutière. Alors même plus bijoutière aujourd'hui. Aujourd'hui je suis joaillière, enfin ça se travaille parce que c'est quand même des années, hein, la joaillerie c'est très large et donc là je suis dans cette phase transition où j'essaye justement de mettre l'appellation joaillière sur ce que je fais. C'est quoi la différence du coup ? Alors la différence c'est que le bijouterie, alors la bijouterie, on en a fait un peu la banderole qui englobe un petit peu tout ce qu'il peut y avoir dedans, donc bijouterie fantaisie. Mais à la base de la base, la bijouterie, c'était le travail des métaux précieux, okay. L'or et l'argent, le platine, voilà, il y en a quelques-uns d'autres à côté. Mais aujourd'hui, ça englobe beaucoup de choses. C'est aussi pour ça que la dénomination aujourd'hui, il faut que je la change un petit peu. Parce que quand je dis que je suis bijoutière, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que j'utilise de la résine, je mets des fleurs dedans. Et donc, je suis obligée de préciser que je travaille l'or et l'argent pour que les gens comprennent réellement que je fais un métier artisanal ancien, voilà, qui est d'origine métaux précieux et que je vais faire vraiment des bagues en or, des bijoux en or. Donc la joaillerie, les gens comprennent tout de suite beaucoup plus vite. Et joaillerie, ça implique pas spécialement des pierres, tu peux faire. Alors si, je me demandais si joyau ou joaillerie. La joaillerie, en fait, la joaillerie, dans la définition de la joaillerie, enfin du joaillier, c'est personne qui réalise des joyaux. Okay. Parce que le joyau, c'est justement un bijou sur lequel tu vas avoir des pierres. Okay. Donc moi, je commence justement ce travail d'apprentissage de sertissage des pierres. D'être capable d'imaginer un bijou et de positionner des pierres dessus. Mais c'est un des multiples métiers du monde de la bijouterie. Donc dans la bijouterie, il y a bijoutier, celui qui fait le métal, il y a le sertisseur qui va sertir les pierres, il y a la polisseuse qui polit, il va y avoir le lapidaire qui taille les pierres. Donc, le lapidaire ? Ouais. Comme le fait de lapider. Exactement. Incroyable. C'est sur des pierres, tout va bien. Je jette des pierres sur des femmes, apparemment. Non. Heureusement. Waouh. Mais voilà, il y a beaucoup de corps de métier, comme tu vas voir, je sais pas, le graveur héraldique qui fait les blasons familiaux sur les chevalières dans les milieux bourgeois. Ouais. Oui, je me doutais bien que c'était pas en milieu ouvrier. Et non. Il y en a quelques-uns. Ah ouais. Tu vas en avoir de gens où très beaucoup en avant il y avait du coup cette famille bourgeoise qui s'est perdue, mais le blason familial est toujours là et okay. Il a son importance. Donc ça arrive, c'est plus rare, mais ça arrive. Donc voilà, et je suis pas du tout, à la base j'étais pas du tout partie pour faire ce truc-là. Oui, alors comment c'est arrivé ? Parce que tu as parlé aussi de tes études d'avant, j'aimerais bien qu'on revienne avant vers ton bac après, donc tu es venue à Nantes, c'est ça ? Alors non, en fait j'ai fait, même au collège, en fait j'étais dans un collège privé qui avait des sections, en plus des cours, des sections de trucs, je sais pas pourquoi dans ce collège il y avait ça. Et il y avait des sections couvertures gris, enluminure, voilà, il y avait plusieurs trucs. Et donc moi j'ai commencé au collège à faire justement de l'enluminure, la calligraphie enluminure même, pendant 3 ans, à l'Institut national d'enluminure de France, qui est à Angers, avec une super professeure qui s'appelait Barbara de Monchy. Et qui est première enlumineuse de France d'ailleurs aujourd'hui. Okay. Et donc j'ai découvert un milieu qui était très précis, très fin, très de reproduction sur de la peau, comment faire ces mélanges, comment
Et ça m'avait beaucoup plu. Il y avait déjà de la dorure à l'époque. J'utilisais déjà de l'or pour faire les peintures, parce que tu faisais toi-même ta peinture avec des vrais pigments, avec tout ça, avec du blanc d'œuf pourri qui était un enfer, qui puait la mort. Oui, pour faire de la colle à peinture, il faut mettre de l'œuf pourri. Oh, wow. Il n'y a pas d'autre manière de faire? Non, parce que du coup, vu que tu reproduis des choses, tu dois les faire à l'exactitude comme les moines les faisaient à l'époque. Donc, pigments naturels. Donc, passion, œuf pourri, quoi. Gomme, voilà, exactement. On avait une nana dans ma section qui n'avait pas d'odorat. C'était la préposée à l'œuf pourri pour mettre dans les peintures. Parce que c'est horrible. C'est des trucs qui m'asserrent depuis 3 mois. Oui, elle est à... Pardon, elle est à... Un bonheur. Mais cela dit, voilà, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup parce que très fin, très minutieux. Je me souviens qu'au collège, déjà, c'était un truc... Mais je suis même pas sûre d'être très au clair avec enluminure en général. Alors, l'enluminure, donc la calligraphie, ça va être donc l'écriture, du coup. L'écriture à la mèche, où tu viens faire du lettrage. Et l'enluminure, ça va être toutes les décorations que tu as autour, en fait, sur les anciens parchemins, tu vois. Donc, tout ça, c'est des toutes petites fleurs où tu fais des petits traits très fins. Tu mets des bons dessins, des Jésus, machin. Parce que c'est quand même très lié à la religion. Mais chose que moi, à l'époque, ça me passait un peu au-dessus. Mais le côté artistique de ce truc me plaisait énormément. Et j'avais des parents qui étaient très enclins, qui ont toujours beaucoup écouté les envies de leurs enfants. Et très rapidement, déjà toute petite, ma maman, elle voyait que l'art, la peinture, tout ce qui était le sens graphique. Moi, il y a une maman qui est instite, on te dire que c'était des choses où, voilà. Elle a très vite vu que graphiquement, j'avais une facilité. Très très jeune. Voilà, tu pouvais me donner de la pâte à modeler, je m'éclatais pendant 2 jours d'affilée sans problème. Je faisais des bonhommes, je faisais toute une histoire, j'étais très créative. Et donc, quand au collège, elle a commencé à voir que ça, c'était des choses où ça marchait très bien. Moi, les cours d'art, j'y allais en mode acte de présence, mais je me tapais 20 de moyenne toute l'année sans problème. Donc, sortie de collège, j'ai très vite parlé à mes parents de l'envie de partir dans quelque chose qui est artistique. Ma mère voyait très bien que la filière, à l'époque c'était SLES, c'est ça, que j'y trouverais pas mon bonheur. Donc je me souviens avoir fait le tour de tous les lycées du Grand Ouest qui faisaient STI art appliqué pour pouvoir trouver quelque chose qui me convenait. J'ai une maman qui s'est vraiment beaucoup déplacée pour tout ça. Et donc du coup je me suis retrouvée à Cholet parce que du coup il n'y en avait qu'une école comme ça par département. Donc à Cholet, je savais que je serais en internat, j'étais prévenue. Première année très compliquée parce que quand on est jeune, se retrouver du jour au lendemain tout seul dans un internat, très difficile, et je l'ai très mal vécu, et j'ai donc redoublé ma seconde. Mais par contre, je savais que j'étais dans ce qui me plaisait. Parce que l'art appliqué, ce que j'expliquais à Dimitri, l'art appliqué et l'art plastique, ce sont 2 choses différentes. L'art appliqué, tu vas toucher à des domaines l'architecture, la mode, c'est pour faire de l'objet. Le design, les arts appliqués, c'est ça. C'est pour créer quelque chose de concret, d'objet qui va servir au quotidien. Mais ça fait partie des arts. L'art plastique, ça va être vraiment de l'art très personnel, les tableaux, la sculpture. Ce sont des créations qui vont sortir de ton esprit, mais qui ne sont pas forcément des choses qui vont te servir au quotidien. Donc c'est la différence qu'il y a justement. Et donc dans ces années d'art appliqué, je me suis retrouvée... Donc la première année s'est passée difficilement, mais la deuxième année, j'ai refait une deuxième seconde, où là je me suis retrouvée... J'avais pris mes marques, je savais où j'étais, et je me suis retrouvée avec une classe où je m'y retrouvais. Où les élèves qui étaient avec moi, tout ça, j'étais beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise. Et du coup là, beaucoup plus l'éclate aussi au niveau artistique, à me sentir beaucoup plus à l'aise avec ce qu'on me demandait de faire. Beaucoup de curiosité parce que du coup c'est les arts appliqués très large, donc tu vois le cinéma, tu vois l'architecture, la mode, je sais même plus tout ce qu'il pouvait y avoir, mais on a vu les trucs et les machins. Du coup quand t'es curieux de tout ça, c'est le bonheur, hein, t'es avec des gens qui sont comme toi, parce que du coup moi très longtemps, même avant, je me suis toujours sentie un petit peu pas comme les autres, parce que mes délires artistiques, tout le monde les suivait pas, quoi. J'étais pas toujours... Et là, je me suis retrouvée avec des gens qui étaient comme moi, qui étaient dans leur délire artistique, de vouloir essayer des choses, bricoler, assembler ça avec ça pour voir ce que ça donne.
Et c'était trop bien, et de parler avec d'autres gens comme toi qui aiment ça et qui te disent ah ben moi là j'ai essayé de froisser du papier aluminium, de le peindre et de mettre sur du papier et ça donnait tel effet et tout. C'est génial parce que ça te fait une émulsion artistique qui est incroyable. Et tu te retrouves avec des gens en Sarwell beaucoup partout. On ne va pas parler du Sarwell ici. C'est l'omerta autour du Voilà. Sarwell. Donc ouais, des années de lycée qui ont débuté difficilement, mais dans lesquelles je me suis très vite retrouvée. Et arrive du coup mes fins d'année où le bac a passé. Très compliqué aussi. C'est très angoissant, très stressant, parce que j'avais quand même un peu cette chape sur la tête il faut les notes, quoi. Parce qu'on a un système de notation en France qui est terrible, qui te met une pression monumentale et il faut des notes, quoi. À la fin, il faut que tu aies tes notes qui soient bonnes. Donc, une grosse pression parce que bien sûr, j'étais... Comment on dit ? Disons que dans mes carnets de liaison, c'était souvent marqué partisane du moindre effort. Et douée, mais ne fournit pas le maximum de ses capacités. Donc voilà, j'étais quelqu'un qui aimait aussi beaucoup faire la fête, qui a toujours beaucoup aimé les humains, les gens, donc les découvertes, discuter avec tout le monde. Donc je sortais beaucoup, ce qui fait que tu travailles forcément un peu moins. Et j'ai passé mon baccalauréat avec beaucoup de mal, parce que je me suis pointée à mon examen le plus important, coefficient 10, 11, un truc dans le genre, avec 3 heures de retard. Ah wow, je pensais que tu allais me dire 20 minutes déjà, je suis Ah non, stressée. j'ai fait 3 heures de retard et en fait ce qui m'a sauvée c'est que j'avais une de mes profs principales, l'examen heureusement se passait dans mon lycée et ma prof principale connaissait les examinateurs, donc elle a négocié pour faire passer 2 élèves avant moi pour me laisser le temps d'arriver, parce que j'ai confondu mon heure d'examen d'art plastique et d'art appliqué. Du coup je ne suis pas, c'est elle qui m'a appelée, qui m'a dit bah, Marie, t'es où? Bah je suis dans mon lit. Bah ton examen est dans une demi-heure. J'étais à Angers, j'étais ici. L'examen était à Cholet. donc oui, pour te dire que l'angoisse était clairement présente. Ça me fout une suée d'angoisse. Ouais, un bonheur. Quand je reparle à ma mère, c'est toujours le truc, dire oh là là, mon Dieu, l'enfer. Et j'ai fait que des misères à mon baccalauréat. J'ai fait ça, j'ai fait les examens, tu sais, de 4-5 heures que tu dois faire, là, français, machin, truc. Cystite rénale, pendant les examens. Donc, t'as pas le droit de sortir pour aller faire pipi toutes les 2 Mais secondes. tu dois attendre 1 heure pour sortir. C'est horrible, c'est horrible. Donc malade à crever, très très compliqué. Et au moment des résultats de baccalauréat, j'ai inondé la maison de mes parents. Un bonheur le baccalauréat. Ouais, je suis quelqu'un qui fait des actes manqués quand je suis stressée. Okay. Donc voilà, beaucoup de bonheur mon baccalauréat et on en rigole aujourd'hui beaucoup. Quelle horreur. Mais je suis sortie de là, rebelote avec ma maman, aller chercher qu'est-ce que je veux faire. Donc j'avais l'attrait pour la bijouterie déjà à l'époque. Il y avait un truc qui me plaisait. J'avais jamais fait de stage ou quoi que ce soit dedans, mais j'avais vu des reportages, j'avais vu des trucs et ça me plaisait. Il y avait toujours ce côté très minutieux. Mais voilà, un peu pas trop connaître le milieu. Je pense que même pour mes parents, c'était un truc un peu nébuleux, parce que c'est un milieu qui est très petit en fait, la bijouterie. On se connaît tous, c'est assez petit. Et donc du coup, on est parti chercher un petit peu là-dedans, mais il y avait surtout le graphisme à l'époque qui me plaisait. La grande époque du graphisme où tout le monde voulait faire graphiste. C'est incroyable, tous les gens autour de moi à cette époque étaient plein un truc d'écoles de graphisme qui pop un peu partout. C'était la mode de faire graphiste. Alors que moi, dans le graphisme, ce qui me plaisait en vrai, c'était de potentiellement faire des sculptures en fait, de petits personnages, tu vois, dans le monde du jeu vidéo, de l'animation, tout ça. Voilà, tu avais des montages de... Moi, c'était ça qui me plaisait, c'était le fait de sculpter des choses. Et je me souviens que j'étais partie là-dedans en me disant, je vais faire ça. Pas du tout, tu as le cul vissé à une chaise devant un ordinateur H24. C'est l'enfer. Donc, comment te donc dire tu perds tout ce truc manuel que t'aimes bien, toi. Donc, quand je suis arrivée, en fait, j'ai été prise à Nantes, à l'école de Brassard. Où j'ai retrouvé du coup un ami d'enfance, donc ça m'a aidée parce que je me suis pas sentie toute seule et j'avais quelqu'un déjà que je connaissais. C'est Simon que t'as retrouvé. Exactement. C'était mon premier interviewé. Exactement. Ma grande star à moi. Simon, et que j'ai retrouvé et que l'on se connaît depuis dans le ventre de nos mamans, donc très rassurée. Et lui avait fait la MANA avant et moi j'ai pas eu besoin de faire la MANA parce que je sortais de STIR appliqué, donc je suis passée en première année directement. Et alors là, ça a été les années difficiles au niveau scolaire de ma vie. Ça a été à la fois les années les plus incroyables au niveau des rencontres que j'ai fait amicales, et à la fois au niveau scolaire,
c'était terrible, terrible, terrible. Parce que je m'y plaisais pas tant que ça. Parce que l'ordinateur H24, alors malgré le fait où j'en suis aujourd'hui, mais l'ordinateur H24, très difficile. J'avais l'impression que ça bridait ma créativité parce qu'en fait, tu es devant un écran et moi, le côté manuel, le transphaser sur le PC, les connectivités se faisaient pas dans mon cerveau, ça marchait pas. Donc très compliqué. Le seul truc sur lequel je filais les réponses aux autres, c'était l'histoire de l'art. Parce que là, tu étais sur le milieu beaucoup plus artistique, donc je connaissais. Et le gros problème, c'est que j'avais un directeur d'école complètement zinzin, qui nous hurlait dessus constamment, qui avait pris le pli dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et puis étant quelqu'un qui ouvre ma gueule assez facilement quand il y a un problème, qui avait pris le pli de me bloquer dans son bureau quand ça n'allait pas et qui me hurlait dessus jusqu'à ce que je pleure. Mais c'est vraiment des techniques éducatives à revoir. Ah oui, c'était génial, un véritable bonheur. Et j'étais pas la seule. Hein. Alors j'étais, je crois, la seule avec qui il faisait ça, de me bloquer dans son bureau avec son second là et de me brailler dessus jusqu'à ce que je sois en larmes. Son but c'était ça, c'était fallait que je pleure. Donc voilà. Et mais ça va pas, c'est un tortionnaire. Et ah oui, non, mais il nous a fait des trucs incroyables. Hein. On a eu des heures de cours où il te demandait de venir. Donc on avait un planning avec telle heure vous faites ça, telle heure vous êtes en ceci, voilà. Un jour, lui a pris une idée que non, là tout de suite maintenant, on allait faire de la peinture de nature morte, alors qu'on devait être sur PC toute la journée. Donc tout le monde commence à être en mode, bah ouais, mais moi j'ai pas de peinture, j'ai pas de pinceau, parce que tu peux pas tout ramener à ton école tous les jours, quoi. Et déjà, quand t'avais le PC à ramener sur le dos avec les 2-3 affaires, ça te cassait le dos. Et bah, bien sûr, qui c'est quoi ça mouille, bah c'est moi. Et je commence à lui dire, mais monsieur, on les a pas, c'est pas ce qui était prévu aujourd'hui. Vous voyez bien que personne dans la classe n'a ses peintures, n'a ses pinceaux. Il dit, vous devez vous débrouiller, de toute façon, quand vous venez en cours, vous devez avoir tout ce qu'il vous faut pour être en cours. Oui, mais aujourd'hui, on ne pouvait pas. Je dis, moi, si je dois tout ramener, il faut que je vienne à l'école avec un 35 tonnes. Et alors là, qu'est-ce que j'avais pas dit? Oh là là, mon Dieu, ça a été l'enfer. Il a commencé à hurler sur tout le monde, taper dans les murs, il a fait un trou dans un mur. Non, mais c'était un monsieur, voilà, compliqué, hein, très compliqué, à tel point qu'il a fallu que mes parents interviennent. Où mon papa, il y a eu une fois en fait où il a fini par me dire, oui, je crois que c'est mon père qui m'avait dit ça, qui m'avait dit la prochaine fois qu'il bloque dans ton bureau, comme ça, enfin dans son bureau, tu ne pleures pas, tu prends sur toi, tu essayes de te mettre dans un état second, tu te débrouilles, mais tu ne pleures pas. Ça a duré 1h30. 1h30 à tenir, et en fait, au bout d'un moment, il a vu qu'il n'y arrivait pas à me faire pleurer. Donc il a fini par brailler et dire de toute façon, vous êtes qu'une petite conne, sortez d'ici, vous êtes virés. Donc tu prends tes affaires, tes clics et tes claques, et tu descends. Et arrivé en bas, j'ai tout lâché, j'ai appelé mes parents en disant j'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai pas pleuré, mais je suis virée de l'école. Donc mes parents qui commencent à monter au créneau, parce que bon, c'est quand même une école que tu payes 5000 balles par an. Hein. Donc mes parents, mon père a appelé du coup le directeur, en lui disant je viens d'avoir ma fille au téléphone, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a passé 3/4 d'heure avec le mec à l'autre bout du fil qui hurlait dans le téléphone, qui braillait, machin truc, donc il l'a laissé brailler. Et au bout d'un moment, il l'a coupé, il a dit excusez-moi monsieur, mais je viens d'avoir ma fille juste avant au téléphone, j'ai réussi à plus échanger avec elle qui a 30 ans de moins que vous qu'avec vous là depuis 3/4 d'heure. Et en fait, ça l'a cling, il s'est senti bloqué. Et donc là, ça y est, il a pu échanger machin truc, et mon père a négocié pour que je puisse revenir à l'école. Et le problème, c'est qu'il m'a appelé le soir et il me dit demain tu y retournes. J'ai dit c'est mort. Je dis là, même pas de la vie, je retourne de ma fin de semaine, peut-être la semaine prochaine quand je serai calmée, mais je dis là, je ne peux pas. Je dis je suis terrorisée par ce directeur d'école, je suis en angoisse totale d'aller à l'école, la boule au ventre. Voilà, j'y allais parce que j'avais mes copains et copines qui étaient là-bas et que c'était les seules personnes qui me rassuraient, que ce soit Simon, Justine, ils sont tous au courant, ils le savent. Ils ont vécu avec moi tout ce qui se passait dans cette école. Donc voilà, les grosses angoisses. Et le diplôme de fin d'année de cette école, tu devais monter un truc publicitaire, tout un barnum publicitaire avec les petites cartes, les machins, tout ce que tu peux faire en com. Et en dernière année, c'est le directeur d'école que tu as en tant que prof principal. Et ce prof principal que tu as en fin d'année est censé diriger ta scolarité et ce que tu dois faire de bien pour ce planning, pour ce projet final de fin d'année. Et il nous avait dit, de toute façon, c'était 12 de moyenne pour passer. Si vous manque quelques centièmes de points, on vous fait passer, vous inquiétez pas, si vous avez 11 et des bananes, on vous fait passer. Donc voilà, moi très angoissée parce que j'étais limite 12 au niveau moyenne générale déjà.
Et j'avais fait tout mon truc avec mon père. On avait fait un énorme stand publicitaire. On avait imprimé des trucs. Enfin, j'avais vraiment fait en fonction de ce que cet enseignant, du coup, puisque c'était mon enseignant, me disait aussi de faire. Parce que c'est celui qui est censé t'aiguiller et t'apprendre le métier de graphiste. Et vient le jour des examinateurs qui passent, tout ça. Et donc, 2-3 jours après, on revenait à l'école pour savoir si on avait notre diplôme et récupérer notre campagne publicitaire. Et donc mon père était venu avec moi parce que je sais pas, il devait sentir le truc arriver. Et donc je monte toute seule. Et je revois la gueule de cet homme-là qui me regarde et qui, avec un grand sourire, me dit bah Marie, eh ben, tu n'as pas ton diplôme. Oh là là, et la claque que j'ai prise était monumentale parce qu'il m'a tendu la feuille des examinateurs et tout ce qui était marqué en négatif, c'est tout ce que lui m'avait dit de faire. Oh, et terrible, et je me revois pareil descendre, voir mon père en larmes et lui dire oh, t'imagines pas, mais je sais même pas quoi te dire, papa. Et il est monté, il a chopé le directeur par le callback, il l'a enfermé dans le bureau, avec moi dedans, alors avec moi qui pleurait, et il l'a mais incendié à tel point que l'autre il était planqué derrière son bureau, tu vois. Il avait peur en lui disant vous vous rendez compte, déjà c'est limite si on le paye pas le diplôme de nos enfants au prix de votre école, et en plus de ça vous détruisez l'avenir de nos enfants, vous les enfoncez plus bactères. Mais vraiment il l'avait laminé et ça avait duré je sais pas combien de temps. Le directeur adjoint essayait de rentrer dans le bureau, mon père claquait la porte, vous dégagez, je veux pas vous voir. Mais j'avais vécu un truc mais incroyable. Et en fait, donc je suis repartie sans diplôme. Et à partir de là, j'ai eu une année où j'ai dit, bon, là, je vais remettre les choses à plat. J'allais bosser un petit peu à droite à gauche parce qu'il faut quand même vivre. Mais du coup, impossible d'aller bosser en graphisme. Complètement traumatisée en me disant, jamais de la vie, j'irai bosser là-dedans. Surtout qu'on entend des rumeurs du milieu du graphisme, Publicis et compagnie, hein. Voilà. On connaît. C'est pas le mieux. Donc aucune envie d'aller me faire bouffer dans ce genre d'entreprise, en me disant, vu déjà ce que j'avais comme directeur, ça donne pas envie. Et à partir de là, ça faisait déjà peut-être 1 an ou 2 ans, déjà j'étais à Brassard, que je bidouillais toujours des petits bouts de bijoux avec ce que je trouvais, des capsules de bouteilles de cidre que j'aplatissais au marteau, que je ponçais, j'en faisais des petites boucles d'oreilles. Je crois que Justine a eu les toutes premières que j'ai dû faire d'ailleurs, avec des bouts de graines que je peignais, voilà, je faisais déjà des petits bijoux, et puis plus ça allait à la suite de ces études, plus je commençais à en faire beaucoup, et à aller faire des marchés, les vendre sur les marchés. J'avais déjà créé une première auto-entreprise à ce moment-là, justement. Je faisais des réunions chez les copines de ma maman, et de bouche à oreille. Et ça marchait. Sauf que complètement détruite par cette personne, aucune confiance en moi sur mon travail, quel qu'il soit. Donc je faisais comment on appelle ça, le syndrome de l'imposteur énorme, à tel point que j'avais l'impression qu'on m'achetait mes bijoux pour me faire plaisir. Et non pas parce que le travail était exactement, et pas parce que c'était joli et que ça plaisait aux nanas qui les achetaient. Donc très long, et dans cette année, j'ai commencé à faire de la boulimie. Donc à se faire vomir à chaque repas, très compliqué, du coup beaucoup le cacher à mes parents. Je sais même pas actuellement en fait s'ils sont tous... Ils ont plus ou moins supputé, parce que je suis quelqu'un qui a des problèmes de poids depuis très longtemps, mais je pense qu'ils n'ont jamais vraiment été fondamentalement au courant je me suis mis en relation avec quelqu'un qui était en plus de ça un peu toxique. Et donc boulimie pendant plus d'1 an, à vomir quasiment à tous les repas, manger énormément, des quantités pharaoniques. Mais il y avait toujours cette bijouterie qui était là, et je bricolais. Et donc suite à cette boulimie, je suis allée voir un psychiatre spécialisé dans les problèmes de poids. Et lui, quand un jour, au cours d'une séance, m'a dit dans votre vie, il y a un truc qui vraiment vous fait kiffer et qui vous fait oublier tout ce que vous avez à côté. Il y a un truc que vous aimez faire. Je dis, je bricole des bijoux depuis longtemps, je les vends en réunion, mais c'est vraiment un truc que je fais parce que ça me fait du bien, quoi. Je suis bien à faire ça. Et ça avait été le premier à me dire... ce truc-là, j'ai dit, je vous promets, vous allez le garder toute votre vie. Il dit, je vous jure, c'est un truc que vous allez garder. Il dit, si ça me fait du bien actuellement, sachant que les problèmes de poids, c'est une grosse problématique de votre vie, il dit, faites en sorte de le garder. Et il dit, je vous jure, c'est un truc qui vous servira. Il n'est pas eu tort, parce qu'aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, mais ça avait été le premier à déclencher un truc par rapport à ça. Et en fait, j'ai fait toute une thérapie, ça a été mieux, j'ai perdu du poids, j'ai géré ma boulimie, et l'année s'est terminée là, après cette école, et j'ai commencé à me dire
J'ai 23, 24 ans. En vrai, je peux reprendre des études, même si aujourd'hui on peut reprendre des études à n'importe quel âge. Je peux reprendre des études et bah ouais, c'est vrai que la bijouterie, c'est un truc qui était déjà là quand j'étais au lycée. Il y avait déjà des trucs où, bon, je commençais à me renseigner de ce qui existe, de comment reprendre ces études à l'âge que j'avais, est-ce que j'avais encore des droits. Donc voilà, ma maman m'aidait beaucoup. Le seul truc, c'est que il m'avait dit, là financièrement, on ne pourra pas, voilà. Et puis même pour moi, il fallait que je me démerde, quoi. Donc, j'ai fait 2 années complètes à aller travailler en saison en me disant je mets de l'argent de côté un maximum pour pouvoir me payer des études en bijouterie, pour pouvoir voilà, repartir dans quelque chose qui me plaît à moi, parce qu'on va pas se mentir, quand tu es au collège, lycée, même études après, au final des fois tu sais pas réellement ce qui te plaît, ce que tu veux, et il faut des fois du temps pour vraiment savoir qu'est-ce qui va te faire kiffer dans ta vie comme métier. Et là je sentais que ce truc là, ouais, c'était... J'aimais ça. Et donc j'ai fait mes années de saison. Je me suis séparée de la personne toxique avec qui j'étais depuis du coup 4 ans. Quand je suis rentrée en école de bijouterie. Et je partais pour un CAP en 1 an, ce qui est vraiment la base de base de base dans les études de bijouterie. En me disant, je verrai. Je fais déjà cette année-là et je verrai. Et donc, je suis allée m'enterrer dans le fin fond de Saint-Amand-Montrond, donc vraiment le centre de la France. Tu fais une croix sur la France, c'est là, c'est Saint-Amand-Montrond. Donc c'est très perdu, mais l'école était gratuite. Donc j'avais que mon logement à payer, mes allers-retours en voiture pour Angers, parce qu'il y avait quand même de la trotte, tout ça. Et voilà. Et je suis tombée dans cette école. J'étais qu'avec des pipous, du coup, parce que bah, moi j'avais 25 ans tout pile, ce qui était la limite pour avoir droit à ce CAP. Et après, c'était des jeunes qui sortaient de lycée. Donc j'étais avec tous mes petits pipous, là, avec moi, qui étaient adorables, qui étaient vraiment très mignons, très gentils, très cool. Où du coup, bah, moi j'avais une génération de plus qu'eux. Et je les voyais avec leurs petites amourettes de fin de lycée, de machin, que bah, moi j'avais plus parce que j'avais déjà bien grandi et que c'était un peu différent dans ma vie par rapport à eux. Mais ils étaient sans jugement, même si j'étais plus vieux, j'ai quand même fait des méga soirées avec eux, truc improbable. Bah, c'est pas étonnant. J'étais leur vieille maman, tu vois, du groupe. Mais c'était très cool. Une vieille maman de 25 ans. Exactement. Oui, mais on avait genre 18, tu vois. Et le plus vieux, il a 20 ans. Et certains avec qui je suis toujours copine, en fait, que j'ai toujours, qui sont bijoutiers aussi de manière différente que moi, mais avec qui on s'appelle, on se donne des conseils, on se voit quand on peut. Donc ouais, j'ai gardé des liens avec ces gens-là voilà, qui sont vraiment très très cool. Donc j'ai fait cette année et j'avais un professeur qui était très cool, qui a un nom incroyable. Il s'appelait Monsieur Prada. Quand t'es bijoutier, un des meilleurs bijoutiers de France, c'est incroyable de s'appeler Monsieur Prada. Et il m'avait dit, écoute, j'étais dans le 2e ou 3e meilleur de ma classe. Il me dit, écoute, à l'âge que t'as, t'emmerdes pas à continuer tes études. T'es quelqu'un qui a l'habitude de bosser, vu que j'avais fait 15 000 petits boulots, les saisons et machin. Il me dit, t'as l'habitude de bosser, je te trouve un taf, va travailler, tu vas apprendre 15 000 fois plus vite que si tu restais à l'école. Donc bon, après en avoir beaucoup parlé avec lui autour d'une bière au bar, je dis bon, ok. Il me dit, bon, écoute, je me renseigne d'ici à la fin de l'année des boîtes que je connais et je te place, je te promets, je te place. Bon, bah, je dis, ok, très bien, bon, bah, je ne fais pas de dossier de candidature, je vous fais confiance. Et j'attends que vous me disiez. Et un mois avant la fin de l'école, il me dit, écoute, je sais plus, je devais finir genre mi-juin, tout dans le genre, les cours. Il me dit, tu finis les cours. Si tu veux, là, il y a une boîte à Saint-Amand, qui est une boîte, une assez grosse boîte, parce qu'ils ont, ils ont une succursale à Paris, à Lyon, enfin voilà, il y a plusieurs endroits. Ils ont une place, si tu veux, tu finis tes cours genre le 15 juin, le 17, t'y es. Ok, ok, bon, vas-y. De toute façon, t'es tranquille, sortie de relation toxique, ça faisait, je te dis, peut-être quelques mois que j'étais réellement plus avec cette personne. Donc t'es en pleine reconstruction, t'as besoin d'aller de l'avant, t'as besoin de dire, allez, de toute façon, là maintenant, il faut faire pour ma gueule à moi, pour moi. J'y vas-y, je me lance, de toute façon, j'ai rien à perdre. Si je fais pas ça, je sais pas comment je vais me dépatouiller. Donc je pars là-dedans, et dans cette boîte, je m'étais dit au début, ça va être guindé de ouf, parce que je savais que c'était une entreprise qui bossait pour Cartier, Hermès, Chanel... je sais plus ce qu'il y avait, il y en avait plein, bref, des grosses, le luxe français. Je me dis, ça va être assez guindé. Pas du tout. T'as l'impression de rentrer dans du bâtiment, quoi. Il y a beaucoup d'hommes. Déjà, la bijouterie, c'est un métier d'homme. Donc, c'est beaucoup d'hommes.
Et pour te dire, le premier mot que j'ai entendu, les mecs ne me connaissaient pas, je visitais simplement les lieux. Je suis passée à côté du premier pôle où j'ai travaillé. Le premier mot que j'ai entendu, c'est le mot bite. Et j'étais en mode, Oh, waouh. ok, avec un énorme plastron Hermès dans les mains, et ça parlait de trucs. J'étais là, mais ah oui, je dis, ah oui, non, c'est pas guindé du tout. Donc ça m'avait mis déjà très à l'aise rapidement, et en fait, je me suis sentie très à l'aise très facilement parce que je me suis retrouvée avec peut-être 40 bijoutiers qui avaient tous leur façon de fonctionner, de travailler, des techniques différentes, chacun des facilités pour tel ou tel truc dans la bijouterie. Donc un univers d'apprentissage tellement immense que tu es là, oh, ça va être génial. Bon, malheureusement, ce que je te disais, le premier pôle où j'ai été, qui est vraiment le plus bas pôle dans lequel tu commences, donc c'est la petite bijouterie de chez Cartier, donc c'est les solitaires de chez Cartier, même s'ils valent le prix de ta baraque. C'est déjà pas mal. Hein. C'est le prix de ta baraque, mais voilà, t'en fais, je sais pas, une vingtaine par jour, avec des plus ou moins gros diamants dessus. Pour enfants aussi, hein, des solitaires qui partent en Asie pour enfants. S'il y a 5 ans, t'as pas ton solitaire, t'as raté ta vie. C'est exactement ça. Mais voilà, j'avais commencé par là. Et donc ce fameux pôle, en fait, je l'ai par grosse chance quitté très vite. J'ai même fait des jalouses dans la boîte de nana qui était arrivée avant moi. Et en fait, tu avais des échelons. Donc tu avais le petit pôle Cartier là pour faire les solitaires, que tu bouffais que ça H24. C'est de l'usine. Hein. C'est Cartier, Hermès, Chanel, c'est luxe, mais c'est de l'usine. Ces trucs qui sont sortis en série, que tu as juste à gratouiller. Ça vaut cher en achat? Oui. À peu près, tu sais? Faudrait que je retrouve les prix, je me souviens plus, mais en fonction du diamant que tu peux avoir dessus, tu peux tomber, tu peux vite monter à les 20 000, 25 000 peut-être, en fonction du caillou, ouais. Et donc non, c'est... Mais après, voilà, c'est le monde du luxe, tu vois, il y a des marges énormes de prise dessus, et il y a des choses aussi qui se comprennent, ils ont des boîtes dans le monde entier, il y a des trucs à faire tourner de partout. Non, mais ce qui est plutôt ouf, c'est les gens qui ont l'argent pour s'acheter un truc. Ah oui, oui. Mais il y a beaucoup de la production qui part à l'étranger en France, il y a peu... Enfin, plus de la moitié, je crois, qui part à l'étranger. Parce que la bijouterie française, ça a un rayonnement vraiment planétaire. Hein. C'est avoir un bijou qui vient de la France, c'est waouh. C'est genre, vraiment, il y a des gens, ils sont au top level de leur vie à partir du moment où ils ont un bijou qui est français, même s'ils ont trimé toute leur vie pour l'acheter. Donc typiquement, la Chine, ils sont très, très, très friands d'acheter la bijouterie française. Énormément. Ça m'étonne pas. Et en fait, donc voilà, j'ai passé 3 ans et demi dans cette boîte-là. Et donc, ce que je disais, j'ai fait des jalouses parce que je m'étais fait un pote qui, lui, était au pôle or, qui, du coup, est le plus haut pôle de la boîte, où tu fais aussi les plus beaux bijoux. Normalement, tu es censé faire le petit pôle de solitaire. Ensuite, tu passes au pôle argent, où là, tu vas faire beaucoup de chez Hermès. Voilà, où là, c'est pas... voilà. L'argent, c'est un métal qui est chiant à travailler, qui est un peu plus difficile que l'or, à chauffer, à tout ce que tu veux, c'est... Voilà. Donc, tu as toujours normalement celui-là à passer qui est le pôle le plus chiant. Et moi, j'ai sauté ce pôle-là, je ne suis jamais passée, et pouf, je suis partie directement, même pas au petit or, je suis partie au gros or. Parce que j'ai eu la chance d'avoir, à un moment donné, ils avaient un manque de personnel, comme dans beaucoup d'entreprises malheureusement, mais voilà, ils n'employaient pas assez de gens. Et ils se sont retrouvés avec un jour un collier de chez Hermès, mais en or, qu'ils n'arrivaient plus à fournir au gros or parce que ils n'étaient pas assez. Et c'est moi qui en ai hérité. Je ne sais pas comment. Et en fait, je suppute que ce pote ait dit, la nana là-bas et tout, mettez-la donc dessus, en sachant qu'ils allaient faire de la merde. Mais moi, il me donne un truc comme ça, sur lequel je n'ai jamais travaillé. Tu passes d'un solitaire à un plastron. Donc un gros tour pas de cou. Pas le même game, quoi. Exactement, avec plein de pierres dessus et tout, qu'il va falloir préparer avant de mettre les pierres. Enfin, donc forcément, le premier qu'ils m'ont donné, je l'ai éclaté. Ça allait, rien qu'allait, machin truc. Et donc le copain qui était au pôle Grand Or, il a fini par dire au gérant des pôles... Ah oui, elle a foiré son plastron, mais en vrai, il faudrait qu'elle soit en face de moi, là, pour que je puisse lui montrer comment faire. Donc, il m'a fait passer, bim, au pôle or, au pôle Grand Or, en évitant tous les autres petits pôles avant. Et j'y suis restée, puisque c'est lui qui m'a formée sur ce bijou-là. Donc, ce bijou-là, on l'a fait en série pendant 2 ans, plus de 2 ans peut-être même. Donc, j'ai pu rester 2 ans à ce pôle-là, puisque je bossais sur ce bijou-là. Et après, la dernière année qui a suivi, ils n'allaient pas me rechanger, ça ne servait à rien. Et ça, t'estimes que cette expérience-là, à ce niveau-là, elle t'a permis d'avoir l'autonomie que tu as aujourd'hui, toi, en auto-entrepreneuse? Non, en fait, ça m'a permis d'avoir de l'autonomie dans la réalisation de mon travail. Dans mon travail fondamental de bijoutière. Parce que le pôle gros or, c'est là où ils font les bijoux les plus complexes. On n'est pas sur de la haute joaillerie, parce que la haute joaillerie, c'est les boîtes elles-mêmes qui le font dans leurs locaux. Cartier, Hermès, tout ça. La haute jo,
où ils sont peut-être une quarantaine dans le monde à pouvoir se le payer, c'est fait directement dans leur bâtiment à Paris. Et nous, on faisait de la joaillerie moyenne, on va dire. On faisait les petites merdes qui coûtent très cher. Enfin, les petites merdes à 20 000 balles. Voilà, ce que moi j'appelle les petites merdes de la bijouterie, parce qu'en fait, c'est pas un truc. C'est typiquement pas une bague complexe où il faut une semaine de réalisation, malgré le fait que c'est fait dans des moules. T'as des bijoux où vraiment, c'est pas en 2 heures que c'est plié, qu'elle est finie. Il y a des bijoux où t'es 4 bijoutiers à bosser dessus pendant une semaine pour pouvoir le terminer. Donc là, il y a de la complexité, t'as des petites soudures dans tous les sens, machin. Et du coup, des bijoutiers qui ont 30 ans de métier, qui eux te disent, bah, ton outil, là, il est pas bien fait pour, donc regarde, taille-le de telle manière et tout. Du coup, là, tu pourras aller creuser à tel endroit, tu pourras faire comme ça. Quand t'as, là, au Grand Or, ils étaient 25. Quand t'as 25 bijoutiers qui ont entre 10 et 30 ans de carrière, et qui peuvent que t'apprendre, et que toi, tu restes à ta place en disant, ok, apprenez-moi, de toute façon, je vais pas vous apprendre votre métier, donc moi, je prends. Oui, prends une position d'humilité, voilà, d'apprenant. je prends tout ce qu'il y a à apprendre. Tout ce que vous pouvez m'enseigner, je le prends. Que je m'entende avec ou pas, je prends. J'avais besoin de ça, et j'en ai toujours besoin aujourd'hui, et c'est beaucoup plus complexe à avoir aujourd'hui. Ce qui fait que je me suis goulottée tout ce que je pouvais apprendre. Tout. Toi, tu utilises telle technique, ça m'intéresse. Montre-moi comment tu fais. Toi, tu fais avec tel outil, vas-y, tu fais comment, tu fais comme ça. Ok, super. Et dans le milieu de la bijouterie, et ça, c'est un bonheur, parce que je sais que c'est pas le cas de tout partout, ils sont dans la transmission. La plupart, il y a quelques cons, mais c'est comme partout. Mais ils sont dans la transmission, parce qu'ils savent que notre métier, il disparaît. Parce qu'il est industrialisé, parce que voilà, il y a beaucoup d'amalgame de fait sur beaucoup de choses. Donc, ils aiment ça. Ils aiment avoir des jeunes qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre. Tiens, moi, ce bijou-là, je ne l'ai pas fait. Est-ce que je peux le faire pendant une semaine, machin, parce qu'il y a une technique différente que j'ai jamais faite. Donc ça, c'était incroyable. Moi, j'ai passé 3 ans là-dessus avec ce pôle-là où un bonheur. Un bonheur parce que des gens qui sont dans l'échange, tu sors du boulot, bon, on va boire une bière, ok, on va boire une bière. C'était très très cool, malgré le fait que bon, dans l'entreprise, ce que je t'expliquais, il y avait des petits couacs à droite à gauche, mais bon, voilà. Donc là, au niveau apprentissage, j'en ai bouffé et c'était incroyablement agréable et vraiment, j'ai passé des super années. Mais du coup, c'était il y a presque pas 10 ans. Alors mais... non, c'était il y a... Alors attends, je suis avec 10 minutes. Tu t'as dit 25 ans, t'entames ce CAP. Attends, tu fais une année. Ouais, j'ai fait une année. Donc j'ai dû sortir du CAP, je devais avoir genre 26 ans. Donc du coup, ça va me faire dévier vers la deuxième question, et du coup qui est hyper intéressante, parce que donc il y a à peu près 10 ans, tu te formes à ce qui t'a quand même mené à ta carrière actuelle. Ouais. C'est ça, donc pas tout à fait 10 ans, mais pas loin, parce que tu vas sur tes 34. Ouais, exactement. Et bientôt. Du coup, ce qui est bien, c'est que tu en as une vision qui est assez claire, parce que du coup, ça fait quand même une dernière décennie relativement intense et relativement axée sur ton activité actuelle. Mais du coup, est-ce que toi, tu vois en 10 ans ce qui a changé? Si tu arrives à revoir la Marie que tu étais à ce moment-là, soit il y a le rapport professionnel qui est hyper intéressant, même dans ton rapport à toi, qu'est-ce que tu acquiers là, sur cette décennie, où tu mets quand même beaucoup de choses en œuvre, encore une fois, pour en arriver là où tu es. Là, dans le souvenir de ce que tu étais, c'est quoi la différence avec aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'acquiert sur une décennie, et professionnellement et personnellement? Parce qu'il faut même être en confiance pour se lancer toute seule. Le professionnel, en fait, j'ai eu une grosse phase de ma vie où, donc tu vois, il y a 10 ans, donc j'avais 23 ans, je sortais de ces fameuses études de graphisme. Et en fait, cette partie de ma vie n'a été que recherche de mon bonheur personnel qui n'appartient qu'à moi, donc mon travail. C'est-à-dire les études, trouver ce qui me plaisait, trouver les études et me former. Donc j'arrive à la fin de cette boîte-là où j'ai trouvé ce qui me plaisait, je sais que la bijouterie c'est mon truc, je quitte cette boîte-là parce que pour rejoindre du coup Dim qui était à Angers, tout ça, et parce que j'en avais marre, je voulais bouger. Et tu arrives avec ton bagage que tu as accumulé en pas 10 ans du coup, parce que du coup j'avais 29, un truc dans le genre. Ouais, ça faisait 4 ans. Non, 28, ça fait 5 ans que je suis avec Dim. 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans. Donc 28-29 on va dire. Par exemple, imaginons qu'en sortant de ce CAP, ça a été envisageable à un moment, toi, de te lancer en solo? Non. J'aurais pas pu faire ce que j'ai fait là à mes 30 ans, à mes 23 ans. Parce que j'avais été détruite. Il y a eu, genre, j'étais pas stable du tout sur mes appuis.
que j'avais l'impression que tout ce que je faisais, c'était de la merde. Donc, c'est compliqué. Tu peux pas lancer quelque chose si t'es pas stable sur tes appuis. Il faut que tu aies des épaules. Il faut, là, moi, je m'en rends compte fois 1000. Et il faut que tu saches si le truc dans lequel tu vas te lancer, c'est le truc qui va te rendre heureux et où tu as envie de te battre pour. Mais pour ça, il faut avoir fait un peu d'expérience là-dedans, tu penses? Okay. Enfin, si, je pense qu'il faut que tu aies un truc au moins d'acquis. Parce que quand tu te lances à ton compte, le travail que tu vas effectuer, il faut que tu aies un truc qui fonctionne. C'est soit il faut que tu connaisses très bien la gestion d'une auto-entreprise, d'une entreprise, tu vois, gérer de la paperasse, parce que quand tu es à ton compte, tu fais pas un boulot, hein, t'en fais 15. c'est incroyable. Et ça, moi, ça a été la surprise du siècle. Hein. Voilà, on t'apprend pas à l'école à faire de la compta, on t'apprend à être bijoutier. Voilà, tu fais bijoutier et tu fermes ta gueule. Et regarde, même avant qu'ils nous lâchent après le bac, ils nous lâchent, on sait même pas ce que c'est. La CPM, la CAF, on est censé... Bienvenue dans la société. T'as fait des cours qui servent à rien. Et t'es là juste, s'il vous plaît, en terminale, aménager 1 heure par semaine. C'est l'enfer. Moi, ça a été un truc qui a été d'une violence quand je me suis mise à mon compte, parce que je suis sortie de là, je savais que la bijouterie, c'était OK. C'était OK. T'étais à ta place, c'était ça, c'est ce que tu voulais. Et à vie. Je ne sais pas si j'aurai un jour une retraite. Par contre, je sais qu'à 80 balais, si je peux toujours faire de la bijouterie, je le ferai. Dim, pareil. Hein. Dim, c'est pas si j'aurai une retraite, mais dit tant que mes mains... Même si j'ai de l'arthrose, que le pinceau est bloqué dans mes mains, je peux continuer à peindre, je m'en fous, tu vois. Et je le ferai si j'ai 80 balais que je peux, j'ai besoin. J'en ai besoin pour être heureuse. Si je peux pas bijouter, je suis malheureuse. Alors, bijouter est un verbe... Je l'avais... Je suis désolée, on a l'habitude en live de parler comme ça. Et en fait, tu sors de tes études, donc de ta dizaine d'années qui passent, je pense que c'est difficile de tout faire. C'est difficile... d'être bon dans un métier, de savoir que c'est le bon que tu as choisi, que tu l'aimes. C'est difficile de te dire je vais me mettre à mon compte, parce que c'est pareil, c'est quand même pas une petite décision. Hein, tout le monde n'est pas capable d'être à son compte. Et puis toi, est-ce que l'aspect économique extérieur qui est un peu fluctuant là depuis le Covid, est-ce que ça t'a fait douter ou est-ce que tu as mis un stress en plus? Est-ce que l'aspect économique, c'est une très compliqué parce que moi, je me suis mise à mon compte dans le Covid. On était dans le Covid. Donc, je sortais d'une année sabbatique que je m'étais pris après mon boulot, parce que déménagement, parce que des soucis de santé dans ma famille, et je suis quelqu'un qui est très, très, très famille, donc j'avais pris une année en me disant, j'ai du chômage qui tombe, c'est en ça aussi, des fois, que tu as besoin d'un temps de soupape pour savoir ce que tu vas faire maintenant, du bagage que tu as commencé à accumuler dans tes 10 ans, là, entre tes 20 et 30 ans. T'as besoin, tu peux pas être en flux tendu tout le temps. Des fois, ton cerveau, il a besoin de se poser et de dire, bon, ok, ou alors c'est un risque énorme, on en a parlé. Tu peux aussi faire un flux tendu sans jamais t'arrêter, tu peux aussi crever, en fait. Ben oui, mais c'est pour ça que t'as besoin de cette soupape à un moment donné. Pour soit faire un bilan, parce que c'est pareil, j'arrivais dans les 30 ans, les 30 ans commençaient à me pendre au nez, tu vois. Ah bah de toute façon, je crois que on n'a pas le choix. Voilà, donc tu vois, 29 ans, j'avais eu cette année où j'avais dit, bon, je prends une année pour moi, je déménage, le temps, tu vois, que Dim, qui habitait chez lui, qu'on emménage ensemble, Donc voilà, petit temps de soupape. C'est pareil, il venait vivre avec moi, ce qui voulait dire qu'on allait être 2 à travailler ensemble. Ce qui est dans un couple pas toujours évident, tu vois, il faut trouver ses marques. Donc tu as plein de choses qui changent dans ta vie, tu quittes un boulot, tu reviens dans une région, tu as perdu beaucoup, beaucoup d'amis à cause d'une relation avant aussi. Il y avait eu des choses qui faisaient que j'avais besoin d'un temps de soupape. Grosse période de remue-ménage, quoi. Et ouais, grosse période de peur, parce que, alors même pas le Covid, parce que nous on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis de santé dans la famille, et donc le Covid, la première année en tout cas, m'est un peu passé au-dessus. Mais quand même le Covid, où tu vois un peu le monde en fluctuation constante, où tu sais pas trop où ça va, où du coup tu te dis, bon, ça a l'air d'être le bordel, dans ma famille au niveau santé c'est aussi le bordel. Donc tu te dis, tu penses pas, enfin moi j'ai pas trop pensé à moi, et en fait ce truc de pas avoir pensé à moi m'a permis de penser à moi après, genre parce que tu penses aux autres pendant un certain temps, mais en parallèle ton cerveau il fonctionne pour toi, donc voilà, ce Covid là, moi j'ai été en boulot constant pour justement me lancer, avoir confiance en moi, me lancer, machin. Et il se trouve que en cette fin de première année de Covid, de toute façon, on était bloqués chez nous. Et Simon, du coup, toujours Simon, hein, qui est un des points de ma vie qui revient constamment, hein, qui est toujours là. Ça, c'est très important aussi. Hein. C'est vrai que d'avoir quelqu'un de solide autour, c'est hyper important.
me dit, ça faisait des années que je regardais Twitch, que je suis quelqu'un qui consomme les lives sur Twitch depuis, voilà. C'est vrai que tu t'y connais très bien en streamer, tu as fait plusieurs références. Mais oui, mais c'est trop bien. Avant que moi, je ne m'y mette à mon compte à faire des lives, ça faisait peut-être genre 4 ans que je regardais des streamers comme du coup Ponce, qui fait partie du premier, Squeezie, que j'avais vu débarquer sur la plateforme, JDG, enfin voilà, ça faisait des lustres que je suivais ça et je trouvais ça trop bien. Moi, ma télé, c'était ça. Ça fait plus de 10 ans que j'ai pas la télé. Ma télé, c'était les lives ou les vidéos YouTube. Je rentrais chez moi, je me mettais un live, quoi. Un live que j'avais loupé dans la journée, je rebalançais le replay. Et Simon me dit, mais en vrai, tu regardes ça tout le temps. Je dis, mais y-toi, t'as le temps, on est en plein Covid, on est bloqué chez nous. T'as un bout de PC. Non, j'en avais racheté un bout de PC comme on pouvait, machin, qui tournait. Des petits bouts de caméra, des vieux portables pour les premières caméras, tu vois, mon ancien portable, enfin vraiment, il met pas d'argent dedans, il dit si ça marche pas comme ça, bah ça marchera pas, il met pas d'argent dedans, ça sert à rien. Bon, incroyable d'avoir quelqu'un qui s'y connaît un minimum en fait pour te mettre les caméras en place sur un PC, parce que c'est très technique et en vrai, Simon aurait pas été là, jamais j'aurais pu faire ça. Ah mais Simon, c'est le magicien de la vie des gens qui veulent se lancer. Simon, c'est incroyable. En fait, j'aurais pu me lancer à mon compte en tant que bijoutière classique, mais sur Twitch, en live, que ce soit Insta, ce que tu veux, je suis la seule en France à montrer le travail de la bijouterie. Je suis la seule. Il y a eu quelques personnes pendant le Covid qui l'ont fait aussi, parce que j'ai une copine qui est streameuse aujourd'hui aussi, mais qui fait plus que du gaming, qui est bijoutière aussi, cette nana-là, qui au début en a fait un peu, puis elle a arrêté. Mais je suis la seule à ne faire que de l'atelier. Soit donc de mon métier, soit de bricolage, parce que le vendredi, par exemple, je suis en couture ou en rénovation de meubles, voilà, mais donc cette première année de streaming, incroyable. Simon hypé de ouf aussi, parce que pour Simon c'est nouveau, tu vois, donc il a envie de faire plein de trucs et tout. Il dit, on peut faire ça, regardez tout, on peut mettre un overlay comme ça, mettre une deuxième caméra pour montrer vraiment de très près ce que tu fais. Et du coup, t'as une émulsion qui s'est créée avec Simon, tu vois, où du coup, il montrait des trucs que j'imaginais pas, tu vois. Je me disais, putain, c'est vrai que ce serait génial de pouvoir faire ça. Et du coup, en plus de ça, moi, ça veut dire que je montre mon métier et du coup, mes créations. Le travail que je pouvais réaliser, ce qui sortait de ma tête, parce que moi j'ai des carnets et des carnets et des carnets remplis de dessins. C'est vrai que je ne te les ai pas montrés, mais j'ai des collections de carnets de dessins avec du dessin dans tous les sens. Je peux me réveiller la nuit pour me dire, oh ça c'est trop bien comme idée, oh il est où le carnet, il faut que je note. Et sinon j'oublie facilement, j'ai une mémoire très courte. Donc je note tout et j'ai plein de carnets de dessins. Donc tout ça, pouvoir le faire en live et montrer ce que c'est que le travail d'un créateur, quel qu'il soit, par quelles étapes on passe. Et ce que je dis toujours, j'ai un métier qui ressemble typiquement beaucoup au travail des tatoueurs. Les tatoueurs, tu viens les voir. Alors déjà, là moi j'en suis rendue à ce niveau-là où et tu te font un acompte pour bloquer la date où tu vas pouvoir commencer, parce que les plannings, là, ils se remplissent énormément. Et après, tu échanges avec ton tatoueur sur, moi la thématique que j'aimerais aborder, c'est, je sais pas, les feuilles d'eucalyptus et les fées, et je voudrais un tatouage là-dessus. La bijouterie, c'est pareil. C'est moi je voudrais, la dernière bague que j'ai fait, du coup travaillant en live sur internet, j'ai beaucoup de pop culture, là c'était sur Zelda, ma chérie elle est fan de Zelda, je veux la demander en mariage, il savait pas si vous voulait Zelda, elle était fan aussi de La Belle et la Bête, donc du coup tu pars sur 2 thématiques différentes et tu fais des dessins sur 2 thématiques et t'échanges avec le client en lui disant alors qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire évoluer, décliner, est-ce qu'on met plus cette pierre là, c'est fantastique, franchement c'est trop bien de pouvoir faire de la pièce sur mesure, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de bijoutiers. En fait, tu parles de la même émulsion créative que ce que tu avais quand tu faisais les arts appliqués. STI arts appliqués, ouais. Moi, t'en as parlé 2 fois de ce truc de stimuli constant. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où tu as l'impression que cette créativité, elle peut baisser ? Est-ce qu'il y a eu des moments où ça fluctue, ou tu as l'impression que c'est plutôt régulier ? Non, ça m'est arrivé quand dans ma vie perso, après j'ai des trucs un peu vénères qui peuvent arriver, ça me chamboule. Genre, mon parrain m'a dit un truc très vrai un jour, il m'a dit, tu sais, le cerveau d'un humain, il est capable de faire plein de choses. Mais quand il est plein, il est plein. Ouais. Et en fait, il y a des moments où oui, il faut faire de l'espace. Ouais. Il dit, l'humain, il y a des moments où il ne peut pas faire plus, en fait. Et moi, je suis quelqu'un qui est très speed, qui aime faire plein de choses dans la journée. Et pour la créativité et l'émulsion, je ne suis pas avec Dim pour... Il y a des raisons, je pense, si on est ensemble. C'est qu'on avait très peur de travailler, enfin surtout Dim, il avait très peur qu'on travaille à 2. Et en fait, on se rend compte à quel point ça crée une émotion. Ça lance, ça entraîne. Le fait d'avoir un regard l'un sur l'autre sur notre travail extérieur. Parce que Dim, il y a des fois, moi, j'ai tellement bossé, j'ai les yeux en croix, je suis même pas capable de savoir si ce que j'ai fait, c'est bien ou pas.
Est-ce que seulement si t'as fait quelque chose. Exactement. Je suis juste sûre de mes soudures et de comment c'est monté, mais sinon, l'aspect que ça a, je suis obligée de dire, vas-y, Minou, regarde, dis-moi si t'aimes, si tu trouves que c'est agréable visuellement, machin, parce que je ne peux plus. Donc heureusement que tu vois qu'il y a ça. Moi, sur ces toiles, pareil, d'avoir un recul, de lui dire, bon, il m'aime pas quand je dis ça, mais là, ton coude, là, il est pas beau, là, ça va pas, c'est pas bien, faut que tu retouches. Le problème, c'est qu'on n'a pas la même quantité de travail à fournir sur quand il y a un truc qui va pas. Donc vous vous apportez mutuellement un regard extérieur. C'est incroyablement kiffant ça. Ça, franchement, j'avais jamais vécu ça dans aucune de mes relations. C'est parce qu'en fait, tu as ce côté professionnel qui se mêle à la vie privée, qui est sur un fil. Donc, c'est assez fragile et je pense qu'il faut faire très attention. Et on y fait très attention parce qu'en fait, tu peux soit full passer d'un côté où tu es tout le temps travail et du coup, tu as une vie privée qui en pâtit. Soit t'es trop côté vie privée et ton boulot à ton compte, il faut quand même que tu bouffes à la fin du mois. Ouais. Donc c'était tout le temps un petit peu en équilibriste. Nous, on est 2 équilibristes qui se tenons la main, donc on arrive à bien tenir tous les 2, tu vois. Mais on a plein de gens qui des fois nous disent, mais comment on fait pour être tous les 2 ensemble constamment ? Et ça le fait. Et ça le fait. Et on a plein de copains artistes, par exemple, quand on va aux expos de Dim, qui nous disent, putain, mais ça doit être incroyable d'être dans votre couple. Parce que eux, ils vont avoir leur chéri qui est à côté, mais qui fait un autre boulot qui n'a rien à voir. Et du coup, quand ils essayent de parler de leur travail, le conjoint ne comprend pas forcément le délire. Ou nous, on est capable de s'embrigader tous les 2 dans des délires de « Oh ouais, si on faisait comme ça serait incroyable. Oh, t'imagines si on fait ça, comment ça serait fou. Ouais, ça serait pas mal. Faudrait qu'on essaye comme ça. » Enfin, on est capable de partir dans des trucs, des fois lunaires, et de conversations dans le canapé qui durent des heures. Particulièrement sur son travail à lui de recherche, quand il est dans ses recherches de mise en place de visuel pour un tableau. Des fois on peut être tellement longtemps à discuter dans le canapé, quoi. Mais en même temps, moi je trouve ça riche de mettre ça au sein du couple. Enfin, je trouve ça beau, effectivement, ça aurait pu créer un déséquilibre et en fait vous y avez trouvé un truc une force en fait, une force et on sait aussi que des fois de se lancer à bosser ou de se motiver ou d'être régulier. Alors moi ça, merci Dima. Franchement, moi je vois comment j'ai pu voir votre atelier, la façon dont c'est fait. Moi je trouve ça même motivant d'avoir quelqu'un à côté. Moi les 2 hommes de ma vie par rapport à mon travail, et de ma vie privée, Simon et Dim, quoi. Je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui sans Simon et Dim et la communauté que j'ai créée. C'est la communauté qui découle des lives. J'aurais jamais eu Simon et Dim, j'aurais pas pu construire ça derrière, j'aurais pas pu... Parce que Simon m'a apporté toutes les technicités de quand tu te mets à ton compte et cette envie d'essayer des trucs de machin. Si Simon n'avait pas été là, c'est Simon à la base qui est vraiment dans le mode « Vas-y, ça serait trop bien et tout, si tu fais ça. » Lui, la bijouterie, il connaît pas. Mais par contre, tout l'à côté, il connaissait. Enfin, en tout cas, ça le titillait. Et Dim, il est militaire. Donc le matin à 8h, à 7h30, il est debout parce qu'à 9h, il faut qu'il travaille. Et on se complète parce que moi, le matin, je suis quelqu'un qui a du mal à me lever. Et grâce à lui, je suis par contre maintenant très... T'as apporté une rigueur. Ouais, 9h, je sais qu'il faut que j'ai fini de manger parce qu'à 10h... Alors, le fait de mettre en live, ça met des règles aussi. À 10h, il faut que mon live il soit lancé. Quoi qu'il arrive, il faut que je me mette au boulot. Donc, le fait d'avoir le mix des lives où si tu veux que ça marche sur Twitch, il faut être régulier. Il faut que tu aies les horaires, parce que les gens, ils ont leurs habitudes comme ça. Ça roule. Et Dimitri, qui est aussi très carré, machin truc, ça m'a énormément aidé à me mettre à mon compte. Franchement, si tu te mets à ton compte, il faut que tu sois prêt à sortir les doigts de là où tout le monde pense. Parce que franchement, c'est du boulot. Quand on dit quand les gens qui sont à leur compte disent que c'est leur bébé, je comprends tellement pourquoi. C'est tellement un bébé qui n'est pas humain, mais ça sort tellement de tes tripes, tu y donnes tellement de temps, tu y passes tellement de temps, tu en pleures, tu en ris, tu passes par tellement d'émotions quand tu es à ton compte parce que tu batailles pour réussir à vivre d'un truc qui te fait tellement kiffer que je sais même pas s'il y a un truc dans ma vie qui me fait autant kiffer que d'être à mon compte dans un domaine que j'aime tellement, quoi. Du coup, tu vas peut-être pouvoir m'axer pour terminer l'épisode pour me dire, est-ce que de tout ça, parce que c'est obligé que tu en aies sorti quelque chose, est-ce qu'il y a justement, tu dis que tu as appris la rigueur, et j'aimerais qu'on termine sur, est-ce qu'il y a un leitmotiv, un truc de motivation, peu importe, quelque chose qui, de toutes ces années hyper intenses que tu as vécues, qui t'aide justement aujourd'hui à soit prendre du recul, à être plus sereine, à réussir à t'entêter dans tes projets, ce qui est souvent différent quand on est plus jeune. Tu disais tout à l'heure, il faut être sur comment tu disais, il faut être solide. Voilà. Donc, pour terminer, ça serait quoi, par exemple, pour des gens qui voudraient se lancer, ou même généralement,
une leçon qui te permet toi de te réaxer si de temps en temps, j'imagine que comme tout le monde, t'as peut-être des moments où c'est un peu plus compliqué ou des journées plus dures. Il y a quoi? Tes podcasts, ils sont axés sur le plus de 30 ans, sur quand on passe 30 ans. Moi, ce que je dis tout le temps en live, parce qu'on est quand même dans une société où aujourd'hui, on te dit c'est vieillir, c'est dur. Il y a plein de gens qui n'acceptent pas de vieillir. Genre, je fête mon anniversaire, j'ai pris 1 an. Moi, mon truc qui me motive, c'est putain, qu'est-ce que je kiffe vieillir. Genre, je kiffe vieillir. J'aurais jamais fait les expériences que je fais aujourd'hui quand j'avais 20 ans. Et genre, c'est ça qui est cool dans la vie. Oui, bah oui, à un moment donné, ça va se terminer, je suis sûre. Mais ça n'empêche que c'est ce qui est génial dans vieillir. C'est que tu peux faire des choses que jamais tu aurais fait à 20 ans, puisque tu vas acquérir de l'expérience, que ce soit dans ce que tu aimes faire, dans ton mental. Tu vas avoir des gens qui vont te blesser, qui vont te détruire, mais tu vas te reconstruire et tu vas faire ça de nouveau. Et vieillir, c'est ça. Vieillir, c'est bien. Mais oui, mais moi je trouve que vieillir, c'est la plus belle expérience du monde, tu vois, c'est la plus belle expérience humaine que tu pourras vivre. Même si tu as des difficultés dans ta vie qui sont très dures, parce que je sais qu'on n'a pas tous les mêmes vies et qu'on a tous des vies qui sont différentes, mais la vie, bon, à part certaines personnes qui peuvent avoir des facilités diverses et variées, mais la vie, quoi qu'il en soit, elle sera jamais toute belle, elle sera jamais toute rose, tu auras forcément des difficultés. Mais ces difficultés-là, elles peuvent t'amener des choses, comme les côtés bonbons roses et tout, vont t'amener aussi d'autres choses. Il est faux, et pour les faire, il faut vieillir. T'as pas le choix. Pour apprendre, pour acquérir, il faut vieillir. Donc vieillir, en vrai, c'est cool. C'est le truc le plus incroyable du monde. Si tu veux, en tout cas, vieillir en ayant des nouvelles choses qui t'arrivent, pour justement acquérir de l'expérience, il faut batailler, avancer, réfléchir, lire, se renseigner. Mais tout ça, quoi qu'il arrive, tu vieilliras pour le faire. Mais je trouve que c'est vraiment... Bah non, mais je trouve ça génial. C'est un truc que ça remet un peu l'église au milieu du village. De toute façon, on n'a pas le choix. On vieillit. C'est un truc qu'il faut faire, t'as pas le choix. Et c'est pareil, d'essayer de... Tu vieillis, je sais on vit tous des trucs durs dans la vie, mais d'essayer de tout le temps y voir du... En tout cas, essayer d'y trouver du positif, même quand t'es dans la pire pénombre du monde. Et j'ai eu des moments, et même encore aujourd'hui, j'ai des moments où je suis... bon, après c'est mon caractère à moi, je suis quelqu'un où je vais toujours me dire bon, là c'est horrible, je suis dans un état d'esprit, c'est l'enfer, mais bon, je bouffe toujours, j'ai quand même toujours de quoi manger dans mon assiette, j'ai mon établi, je peux bijouter, je trouve des petits points de lumière dans cette pénombre, j'ai toujours cet instinct de survie de me dire de toute façon demain il fera jour, demain il va faire jour, donc demain matin il faudra que je me lève et que je continue à vivre, et pour que je continue à vivre, il faut que je trouve des trucs qui me font kiffer, que j'avais pas il y a 20 ans ou 10 ans, mais que j'ai réussi à avoir aujourd'hui parce que j'ai vécu 10 ans de plus, et que du coup, pour ça, même s'il y a des moments où je vais pas bien, où je suis dans la pénombre, faut pas que j'oublie que il y a des trucs qui sont cool. J'ai un mec qui est incroyable, jamais de la vie j'aurais pu penser que j'aurais quelqu'un dans ma vie qui a les mêmes délires que moi artistiques, sur lesquels on est exactement dans... On a des grosses différences, parce qu'on est très différents sur plein de trucs, mais par contre il y a des trucs où on se rejoint et où c'est formidable, et même dans nos différences, elles nous poussent, nos différences. Donc ça, c'est pareil, c'est une lumière de ma vie qui est là. Donc même, j'arrive toujours à trouver un truc qui met de la lumière dans ma vie. Et quoi qu'il arrive, pour l'avoir, cette lumière, il faut que je vieillisse. Donc en soi, vieillir, moi, c'est un truc que je trouve hyper intéressant. La vie, tu vas pas rester toute ta vie à 20 ans à boire des binges et faire la fête avec tes potes. C'est clair, tu vas vivre des trucs, mais qui au final, au bout d'un moment, vont toujours être la même chose. Donc vieillir et faire des nouvelles expériences et c'est cool. Si à plus de 30 ans, c'est là que tu te mets à faire ton petit marché le dimanche et que ça te fait kiffer, vieillir, c'est cool, bordel, puisque tu faisais pas 20 ans. Moi, c'est ça, un peu mon leitmotiv dans ma vie, quoi. C'est ça. Mais merci beaucoup, Marie, c'était trop cool. Je vais aller fumer une clope en toute sérénité. Merci beaucoup, Marie. De rien, c'était cool. Merci à vous d'avoir écouté un épisode de À nos 30 ans, le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt.